C'est la fin de la saison et tu sais très bien que t'es banged up. Peut-être que t'as des petits bobos, peut-être que t'as des grosses blessures. Peu importe, la fin de la saison, c'est une opportunité de recover pour partir le off-season du bon. Dans cet épisode, moi et Coach Marc, on vous donne 2 tips chacun pour recover le plus rapidement possible et avoir un head start lorsque viendra le temps de entrer en mode grind season. Alright, it's on. On part ça. Cet épisode-là est recordé vendredi le 15 novembre. On part au Mexique tout à l'heure, mon gars, demain en fait. Puis le timing de l'épisode est bon avec ce qu'on veut parler. Cet épisode-là qui va sortir en début de semaine prochaine. Recovery de blessure, parce qu'on sait très bien qu'il y a bien des gars qui finissent une saison avec un certain bobo. Puis next thing you know, que ça fait des mois que tout ce que je pense, c'est un voyage de surf. Puis là, je me suis fuck up le dos. J'ai de la misère à attacher mes souliers. Hola, señor Valin. Qu'est-ce qu'on fait? ¿Qué pasa, señor? Tengo un poco de dolor en mi doloroso. OK. OK. Fait que c'est ça. On va parler de ça dans un contexte de joueur de foot. Ce qui arrive, c'est que c'est pas aussi urgent là, de récupérer puis d'être comme back on the field quickly, mais je pense vraiment que c'est intéressant. Un, t'as pas envie d'être en douleur longtemps, puis deux, t'as pas envie de traîner une blessure toute l'off-season. Tu veux être capable de faire quelque chose entre-temps. Fait que c'est un peu ça l'objectif aujourd'hui. Ça va être short and sweet. Fait qu'on se lance peut-être avec 2 tips chacun sur quoi faire, parce que ça reste que on peut pas être hyper précis parce que chaque personne puis chaque blessure est tellement différente une de l'autre que comme on peut pas rentrer dans tu dois faire tel exercice ou whatever. Puis même d'un point de vue nutrition, c'est comme il y a 2 choses, tu sais, il y a plusieurs choses vraiment différentes à faire. Fait qu'on va rester quand même général là-dedans, mais je pense que à travers cet épisode-ci, ça va être assez concret pour que tu aies une idée sur quoi faire pour te remettre de ta grosse ou petite blessure que tu as eue cette saison. Fait que, Comme tu as dit, là, l'idée, là, tu viens d'avoir une grosse blessure puis ta saison est terminée, tu t'es fait une entorse acromio-claviculaire de grade 1, par exemple. Tu le sais que tu vas avoir le temps de recover avant le début du off-season. Yeah. Ben, les 2 major points, ça va être d'être patient, de prendre du repos, de bien gérer le load que tu vas mettre sur ton épaule. Fait que si tu te dis, hey, je suis sur le off-season grind, puis que tu commences à faire du overhead press, puis tu bench en malade, peut-être pas le best pour ton épaule. Ouais. Et le deuxième point, ça va être de suivre la rehab que ton physio ou n'importe quel autre professionnel qui t'a évalué et diagnostiqué te donne. Et comme c'est une belle fenêtre d'opportunité de j'ai juste ça à faire. Ou presque. En tant que joueur de foot qui est en off-season. Early off-season avant le temps des fêtes. Ouais. Je pense que je vais me lancer. Vamos, suite chico! Suite à ce que je viens de dire. Arriva! Le premier tip que je donne, c'est général. Ça va surtout s'appliquer aux overuse injury ou les blessures chroniques. Exemple, périostite, périostite, QB qui a mal au tendinite au coude. tendon d'Achille, douleur récurrente, puis des fois, t'as même pas de diagnostic, mais t'es comme, hey, depuis la moitié de la saison, je me réveille le lendemain des games, puis je suis tête du genou, je sais pas c'est quoi, puis il n'y a pas de diagnostic. Ma tête, elle tourne plus à gauche. Par exemple. Toutes ces affaires-là que, assurément, tu joues au foot, un jour, tu vas travailler le lendemain d'une game, puis tu vas avoir de quoi dans le genre. T'as vécu ça, toi? Moi, j'ai vécu ça. Pas à l'université. Pour overuse injury, il faut qu'il y ait une utilisation. Il faut qu'il y ait du usage. Au collégial, c'était mes tendons d'Achille, par exemple, qui étaient somewhat problématiques ou tannants durant la saison. Parce qu'à force de faire des breaks en pratique, en game, etc., il était très utilisé. Puis, je veux dire, c'est pas qu'il était faible ou rien de ça, c'est juste que la charge est haute, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de fréquences. Fait qu'à un moment donné, tu excèdes la capacité de ton tissu à se régénérer. Puis c'est là que ce genre de problème-là survient. Cool. Fait que tip numéro 1. L'idée, là, c'est jamais d'arrêter de bouger complètement. Okay? Ça, c'est une des pires affaires que tu peux faire. Ton corps va comme
stagner, ta circulation sanguine va être moins bonne, ton degré de récupération va être moins bon. Tu l'as vécu, je l'ai vécu. Prendre trop de jours off, souvent tu te sens moins bien après, tu te sens plus stiff, tu te sens comme OK, j'avais mal à mon coude. Je vais rien faire pendant une semaine. Tu reviens une semaine plus tard et tu es comme fuck, je suis même plus capable de déplier mon coude. Donc l'idée, c'est de briser ton pattern. Ce que je veux dire par là, c'est pour un joueur de foot, qu'est-ce que tu fais? Tu pratiques, tu joues des games, tu joues un sport de contact, puis tu lifts. OK? Donc, si tu veux continuer de bouger, il faut que tu trouves des façons différentes de le faire. Fait que ça ressemble c'est un point qui overlap un peu avec ce qu'on a parlé dans l'épisode 2 back, dans les dernières semaines, mais tu veux bouger. Fait que premièrement, le plus facile, c'est d'essayer de marcher plus. OK, mais marcher, fine, est-ce que tu peux trouver une autre façon de marcher pour briser le pattern? Ouais, je peux aller hike. Je peux m'arranger pour monter plus de coach dans mon coin, s'il y en a. Plus. Faire un petit rock plus de avec marche. un sac à dos. Tu prends un petit sac à dos, whatever. Fait que juste de trouver des petites façons de changer quel tissu va être chargé selon ton activité au quotidien ou dans ton training. Fait que la marche, je l'ai utilisée juste parce que c'était facile à s'imaginer. Ouais. Mais après ça, je te dis pas d'arrêter de lift, mais c'est le moment d'essayer des mouvements différents, d'essayer des patterns différents, une pièce d'équipement différente va te faire bouger différemment aussi et va stresser somewhat un peu différemment les tissus que tu as l'habitude de stresser. Fait que par exemple, tu as l'habitude de faire du squat, du bench, du deadlift avec une barre, ben, essaye d'utiliser des kettlebells. Essaye d'essayer plus de dumbbells. Essaye d'utiliser des bands. Tu n'es pas habitué de t'entraîner bodyweight, essaie de faire des mouvements bodyweight. Puis, il y a moyen que ce soit super challenging là, de t'entraîner bodyweight. Là. Tu fais des déficits push-up, puis comme t'en feras pas 100. Là. Je veux dire, il y a moyen de vraiment te changer puis de te rendre à failure si tu voulais te rendre à failure avec des déficits push-up quand même vite. Là. Yep. D'autres pistes de réflexion, d'autres idées, essaie de travailler avec des tempos super lents. Avec un slow eccentric de genre 8-10 secondes, puis tu fais 4, 5 reps. 5 reps, ça va te faire un set d'une minute. C'est crazy. Fait comme, essaye ça. Essaye du isométrique. Essaye n'importe quoi. Mais brise ton pattern. OK? Fait que quand on parle de training, essaye d'autres méthodes. Puis, évidemment, tu viens de finir la saison. Fait que c'est pas le temps d'essayer une méthode style German Volume Training, 10 par 10, j'ai jamais fait ça, je vais briser le pattern. Non. Là, t'abuses, mon gars. Exactement. Là. Idéalement, si ça peut diminuer le load, le volume, la fréquence, puis t'es plus en mode exploration. Je vais dans le gym pour bouger, lube my joints. Cool. Tu vas être dans le bon track. There you go. Puis, en tant que joueur de foot, tu as l'habitude de jouer au foot. Si tu as un autre sport dans ta vie, que tu sois bon ou même pas bon, que tu as accès, basket, open gym, spike ball, name it. C'est le temps de double down là-dessus. Vas-y fais-en 2 fois semaine, 3 fois semaine. Puis vas-y pour le fun. Fait qu'est-ce qui va arriver quand tu vas y aller pour le fun? Ben, c'est sûr que tu es un peu compétitif parce que tu joues au foot. Fait que oui, l'intensité va être là, puis tu vas te donner, mais at the end of the day, ça ne sera pas le même stress ni la même charge mentale. Puis tu ne vas pas donner le petit plus que là, ça va faire en sorte que c'est dangereux. Tu ne vas pas aller faire le petit jeu de plus. Tu ne vas pas aller te donner ton corps pour ton équipe, pour aller faire le tackle. Non, parce que tu vas être en mode plus chill. Puis that's it. Puis sin, ce serait une autre bonne idée. C'est bon, ça. Sinon, aller essayer tellement tough, par contre. C'est tough. C'est tough. C'est vraiment tough, je te le donne. Mais c'est comme, tu viens briser le pattern sportif complètement. Tu n'utilises pas du tout les mêmes mouvements de pattern, pas du tout les mêmes muscles, les mêmes articulations, les mêmes range of motion. Tu es dans l'eau. T'es rendu, tu cours pas, tu es dans l'eau. T'es pas vertical, t'es parallèle au sol. Tu sais, c'est comme, tout est différent, là. Moi, quand je vais nager, je suis plus comme en diagonale au sol. Parce que mes jambes, ils calent. Fait que ça, c'est mon premier tip. Break the pattern. Cool. C'est quoi ton premier tip?
le premier type. OK, puis encore une fois, c'est difficile à dire parce que ça va varier d'une personne à l'autre puis d'un injury à l'autre, mais très, très, très souvent, OK, ce qu'on voit, c'est quand un gars se blesse, va moins bouger. Tu sais, que ce soit upper ou lower body, c'est souvent ce qu'on voit, là. Je veux dire, quelqu'un qui est blessé à un poignet ou à un épaule va moins bouger overall, même s'il pouvait bouger du lower body. Puis quelqu'un qui est blessé au lower body, ben c'est sûr que tu vas moins bouger. T'sais. Pas porté à marcher, pas porté à bouger, pas porté à faire autre chose. Puis souvent, ce qui arrive, c'est aussi un moment où est-ce que les gars ont plus d'appétit. Puis là, souvent, les gars se mettent à manger beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, puis tu sautes des repas, puis tu sais, whatever, puis là, la saison est finie, puis tu te couches plus tard, puis tu te lèves plus tard, puis tout ce pattern-là, souvent, va faire que les gars vont être vraiment sous-nourris. Tu sais, un genre de... Il y a des cons... Puis j'allais dire une affaire qui n'a pas de sens pas en tout. J'allais dire, c'était pas dans le bon contexte que je voulais dire ce que j'ai. Anyways. Mais les gars souvent vont être sous-nourris, puis ce qui arrive en ce moment, c'est à ce moment-là, c'est que leur corps n'a pas les ressources nécessaires pour se réparer puis se rétablir. Faut comprendre que, puis il y a une statistique qui était sortie que après une blessure, ton resting metabolic rate, ton métabolisme basal au repos, en français, augmentait de 15 à 50% suite à une blessure. C'est fou. Mais tu sais, c'est beaucoup. C'est mais énorme. De base, c'est un gros pourcentage, mais c'est ton BMR. C'est pas énorme. C'est pas énorme à bas. Mais c'est pas énorme, mais c'est 40 à 60% de ta dépense énergétique journalière quand même. T'sais. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a qui vont entendre ça puis qui vont dire « Ok, 50% plus de calories qu'il faut que je mange, puis là, je mange comme un porc. » Tu sais, c'est pas ça. Je veux dire, quelqu'un qui son BMR augmente de 50%, c'est probablement que tu as eu genre un méga car crash, là, puis que comme tout est brisé, tout doit être réparé. Puis à partir de là, une blessure qui est plus mineure, un high ankle sprain, ben on est peut-être plus proche du 15 ou du 20% de increase, par exemple. Quelqu'un qui a une chirurgie, ben peut-être que, je sais pas moi, 20, 25, 30, puis ces chiffres-là, je sais pas s'ils existent, là, je les ai pas vus, mais il faut comprendre ça. Fait que même si la partie d'énergie que tu dépenses avec l'exercice dans une journée plus basse, ben ça, c'est directement ou presque compensé par ton corps a besoin de plus, puis il faut que tu lui donnes l'énergie nécessaire pour récupérer, mais aussi les micronutriments nécessaires pour récupérer. Tu as besoin, ton corps a besoin des vitamines, des minéraux, puis de tout ça pour être capable de récupérer. Fait que pour moi, c'est la première chose. Tu sais, c'est pas de dire « Ah, ben là, je bouge pas beaucoup », puis souvent, les gars ont peur de devenir gras quand ils se mettent à moins bouger. Puis c'est comme, là, c'est pas ça la solution. Ce qu'il va faire que tu vas venir gras, c'est si ta blessure traîne super longtemps, puis là que tu peux moins bouger puis tout ça pendant super longtemps, there's the problem. Mais là, c'est pas dans un but où est-ce qu'il faut que tu manges, tu dis OK, il faut que je prenne du poids. Tu sais, c'est pas ça l'objectif suivant une blessure. Parce que c'est sûr que trop manger peut t'amener dans un state qui est un peu plus inflammatoire, si on veut. Fait que l'objectif, c'est pas de manger comme un porc, mais c'est de te nourrir assez pour permettre à ton corps de récupérer. Puis souvent, ça, c'est oublié. Puis moi, c'était ma plus grande crainte. Je revenais d'une blessure, puis là, c'était comme, faut que je garde mon bon body comp. J'ai peur de, tu sais, je bouge plus beaucoup, fait que je mangeais moins. Puis je suis sûr que j'ai retardé de la récupération de plusieurs blessures en le faisant comme ça. Mais, à moins que je me trompe, mais reste que overall, étant donné que tu bouges moins, ta dépense énergétique, c'est vrai qu'elle va être plus basse, mais ce que tu dis, c'est que souvent, on va trop loin dans cette réflexion-là, puis on vient à se sous-nourrir. C'est comme, oui, tu bouges moins, c'est correct si tu manges un peu moins, si je comprends bien, parce que c'est sûr que tu n'as pas un lift plus une game ou whatever, plus des pratiques dans ta semaine, mais faut pas que tu overdo dans cette direction-là. Mais non, exactement. Parce que quand on pense, là, tu vas sûrement le voir comme moi, là, je le visualise dans ma tête, tu sais, la fameuse barre de comme les pourcentages de ton 100% de dépenses énergétiques d'une journée, c'est comme 60-70% qui est ton BMR, entre 10 puis 20% qui est ton NEAT, souvent ils disent 10% qui est l'exercice, puis un 5% qui est le thermic effect of food, puis ce que tu manges, right? Puis, quand tu sais, si tu dis, tu augmentes le BMR, tu sais, un joueur de foot in season qui pratique beaucoup, qui joue beaucoup, c'est plus que 10% qui est le pourcentage qui va à l'exercice. Right? Ça, c'est comme si on veut pour une personne normale qui est active, qui s'entraîne un peu, qui bouge. Pour un joueur de foot, c'est peut-être 15%, peut-être 20% qui va à l'exercice de ta dépense totale de la journée. Mais
enlève ça, puis mets-le à 5% parce que ça reste, faut que tu bouges un peu, là. Tu vas faire quelque chose, puis augmente le reste, ça vient vraiment se balancer. Fait que t'as pas nécessairement besoin de dropper énormément ce que tu manges, même si t'es moins actif. So that was my tip. Alright. Est-ce que je suis rendu à mon deuxième tips? Vamos, chico! Dale! Mon deuxième tips, c'est d'entraîner, suite à une blessure, d'entraîner les autres parties de ton corps qui sont encore en santé. Je te donne un exemple. Tu t'es fait une blessure de upper body. Le obvious, c'est d'entraîner ton lower body. Ouais. Ça, c'est le numéro 1. Mm-hmm. Et à ce moment-là, tu peux, dépendamment de combien de temps tu es off, ça fait combien de temps que tu peux plus jouer au foot, pratiquer au foot, si c'est une grosse blessure, ben, tu peux double down sur ce body part-là pour en profiter d'une certaine façon. OK? Fait, fameux cas qu'on ne veut pas trop prononcer souvent, tu te fais une blessure au genou, whatever. Voldemort. Tu te fais un Voldemort au genou. C'est peut-être le temps de faire un peu plus de upper body, pas parce que tu veux devenir un bodybuilder ou super jack de upper body, mais juste parce que tu as plus de temps et d'énergie disponible. Fait qu'investis-le à quelque part. Plutôt que de garder ton training pace normal que tu aurais si tu n'étais pas blessé. Si tu as plus de temps, utilise-le. Le défi, souvent, dans ce cas-là, c'est... Puis il y a des gars qui en parlent, c'est ouais, mais là, exemple, je me suis fait mal au genou, puis c'est difficile, c'est même entraîner mon upper, c'est difficile d'un setup aussi ou ça, mais tu sais, parfois, c'est juste de trouver le setup qui va te permettre d'être stable, puis d'être confortable, puis d'entraîner quelque chose. Oui. Ça n'a pas besoin de faire la même chose que tu faisais habituellement pour ton upper. Je veux dire, si tu faisais du standing shoulder press, ben, fais-les assis sur une machine stable, puis t'as pas besoin de te stabiliser avec ta jambe, puis c'est pas un big deal, tu sais. C'est vraiment une situation où est-ce que, personnellement, je recommande plus souvent à mes athlètes d'aller utiliser les machines au gym qui ont au gym où est-ce qu'ils s'entraînent. Normalement, c'est un plus petite portion, un plus petit pourcentage, les machines dans les trainings que je prescris, que je donne, les programmes que je donne aux athlètes que je coach. Mais quelqu'un qui a comme une grosse limitation, il va en avoir plus. Puis c'est correct, c'est normal, c'est juste parce que c'est plus adapté à sa situation. Puis that's it. Maintenant, on pousse ce type-là au next level. Vamos. C'est là que je pense que le monde va être soit le plus surpris ou on va apprendre plus de choses. On va en apprendre à plus de monde. Si tu te blesses un côté de corps et que tu peux rien faire avec ton bras, tu te casses un bras, continue d'entraîner l'autre bras. Ça, c'était tellement contre-intuitif dans ma tête. Quand je l'ai entendu la première fois, je pensais que la personne qui me disait ça était complètement stupide. J'étais convaincu. J'étais comme, t'es-tu fucking sérieux? Je vais créer un débalancement encore plus grand que là, je m'entraîne déjà pas, je deviens déjà plus faible d'un bord, tu veux que je devienne plus fort et plus gros que l'autre, je vais être tout croche, genre. Puis, tu sais, là, tu t'imagines avec un petit bras puis un gros bras, puis comme... Mais... Continue. L'idée, puis ça a été démontré clairement dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a un transfert de force qui va se faire lorsque tu entraînes un côté de ton corps vers l'autre côté, même si tu ne le bouges pas. Fait que tu vas ralentir le rythme auquel tu vas perdre la force et possiblement de la masse musculaire de ton autre bras. Par exemple, si on prend l'exemple du bras cassé. Fait que, par exemple, tu prends un dumbbell, tu prends une machine, tu fais tes press, tes rows, normalement comme tu le ferais à deux bras, mais tu fais juste la gauche parce que tu t'es cassé le bras droit. Oui, ça peut faire en sorte qu'il va y avoir un débalancement qui va se créer, mais tu vas pick it up quand tu vas pouvoir entraîner ton autre côté. Et ce qui va arriver, c'est que ton bras droit, OK, oui, il va être moins fort. Là, mec, tu recommences à l'entraîner, boum, les gains vont être super rapides, puis tu vas combler le déficit. Ça va être bien plus facile à faire. Tu vas déjà avoir un heads up. C'est le même principe pour le lower body, pour un fameux Voldemort à une jambe, par exemple. Fais des pistol squats, des deadlifts à une jambe, leg press à une jambe, leg curl, leg extension à une jambe. Toutes ces affaires-là. Ouais. Il y a un transfert de force
qui se fait en bilatéral lorsque tu fais du unilatéral. Yeah. Maintenant, l'erreur serait de faire qu'un entraînement qui est high rep et qui stimule l'hypertrophie. Quelque chose qui a beaucoup de tension, beaucoup de range of motion. Je veux dire, l'idée, c'est de le balancer. Tu peux en faire, mais c'est une bonne opportunité pour faire d'autres modalités d'entraînement qui vont moins stimuler l'hypertrophie, qui vont plus cibler la force, le système nerveux pour encourager ce transfert de force-là bilatérale, puis pas exagérer justement sur le déficit en termes de masse musculaire. Mm-hmm. Fait que du isométrique, du overcoming ISO, du partial range of motion, peut-être un volume moins grand en termes de rep, volume moins grand en termes de série, et la job va être faite. OK. Tu vois, ça, j'avais même pas pensé aux ISOs. Yep. Ben, c'est justement pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. Mm-hmm. Ah, je comprends. It makes sense. Là que t'en parles, là, it makes total sense. Et that's it. C'est un big tip. Beaucoup d'infos en dedans de 2 paragraphes. Ouais. Mais pour le monde qui ont eu des grosses blessures, ça peut être un game changer. Ça peut être un game changer. Je serais curieux d'avoir ton opinion sur quelque chose que j'ai fait à Laval quand je m'étais fait opérer au poignet. Tu sais, je pense que by now, everyone knows que comme j'ai toujours eu tendance à exagérer, peut-être, là, puis comme flirter avec la ligne de l'exagération, là. Mais quand je m'étais blessé au poignet, c'était mon poignet gauche, puis je voulais continuer d'entraîner tout le reste de mon côté gauche qui n'était pas blessé. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé sur Amazon, puis j'avais acheté des, tu sais, les genres de straps, de ankle straps, là. Mm-hmm. Puis je faisais tous les mouvements, je faisais des mouvements de chaque muscle group, mais au lieu de tenir une poulie ou un poids ou quelque chose dans ma main, je mettais l'ankle strap à mon avant-bras ou même à mon bicep. Puis là, je pouvais faire un genre de chest press avec ça. Je pouvais faire un genre de curl avec. Puis là, quand j'y pense, je sais pas si c'est intelligent à cause du poignet qui devait être immobilisé une certaine période de temps. Puis ça reste que je viens quand même créer du mouvement. Là. Peut-être que c'était pas la meilleure idée, mais je veux dire, il y a des solutions si t'es créatif. Là. Yeah, absolument. Même, ça m'est arrivé souvent d'utiliser une solution similaire avec quelqu'un qui avait une main cassée, qui avait un plâtre, la main dans le plâtre. Fait que oui, c'est quand même une bonne idée pour le vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'auras probablement pas les mêmes résultats que si tu t'entraînais normalement, puis tu avais ta main, tes deux mains, mais tu vas mitiger la perte de force. Ça va être bien mieux, beaucoup mieux, 1000 fois mieux que si tu fais rien. OK. Cool. Last tip? Yep. Fait que tantôt, ce que je disais, right, c'est suivant une blessure, souvent les gars mangent pas assez, fait que de manger plus. Maintenant, mon tip, c'est les gars mangent souvent trop, fait qu'il faut manger moins. Gros mince, OK? Puis c'est un concept qui est vraiment intéressant, puis c'est vraiment à réfléchir, puis c'est vraiment du cas par cas, mais ça reste que pour certains, c'est vraiment une belle période d'améliorer ta composition corporelle. Puis encore, ça dépend de la personne, ça dépend de la situation. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui s'est fait mal au dos comme moi, puis qui est un peu overweight, ben peut-être que le poids supplémentaire que tu pèses rend ça plus challengeant de récupérer parce que ta charge dans tout ce que tu fais est plus grande, puis tu viens un petit peu demander ça. Puis le principe serait le même pour ta cheville ou ton genou. Chaque livre supplémentaire que tu pèses vient ajouter un certain stress. Puis je pense que dans ce contexte-là, pour certaines personnes, je te donne un exemple, moi, ce qui me vient en tête là avec mon dos, c'est pas de manger plus pour fueler ma récupération, c'est comme je pourrais-tu perdre une coupe de livres puis me donner une chance, genre de m'aider. Puis après ça, l'autre chose, c'est si je rentre dans ce state-là de catabolisme, parce qu'à the end of the day, perdre du poids, c'est un state de catabolisme qui est pas... L'objectif, c'est que ce soit le moins musculaire possible. Mais rentrer dans ce state-là de déficit calorique, personnellement, une des façons que j'aimerais le faire, parce que je sais que ça marche pour moi puis je me sens bien quand je le fais, d'intégrer un peu de fasting là-dedans ou de time restricted eating, ça fonctionne bien pour moi. Ça pourrait être une façon que je pourrais perdre du poids facilement. Puis
réellement, les niveaux d'inflammation dans le corps, souvent, sont plus bas quand tu consommes moins de nourriture. Tu es dans un certain déficit calorique que dans un surplus. Fait que d'un point de vue gestion de l'inflammation, gestion de la douleur en ce moment avec mon dos, par exemple, ça pourrait être une super belle solution. Puis je verrais la même chose si je m'étais blessé à une cheville, à un pied, à un genou, que chaque pas que je fais, que je suis plus lourd, là, comme c'est plus difficile, c'est une charge d'un load qui est plus grand. Je pense à un gars, tu sais, man, un O-line de 330 livres. Comme chaque livre de plus, là, tu sais, entre 330 et 315, le 15 livres de différence fait une différence sur le stress que ça crée sur tes articulations et sur ton corps. Si tu multiplies ça après ça par tes 10 000 pas que tu prends dans ta journée, ça fait une charge là, considérable. Exact. Fait qu'à partir de là, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Puis je pense que pour certains, dans certains cas, ça, c'est la solution, plus que la première que j'ai prononcée. C'est pas... essaye pas de faire les deux en même temps. Là. Je veux dire, ça marchera pas. Mais selon ta situation puis la nature de ta blessure, un peut être une meilleure option que l'autre. Puis je pense que, tu sais, souvent, je me rends compte que récemment, je parlais beaucoup de post-season, de te feed up. Puis je suis comme, oui, mais j'avais pas mentionné la nuance nécessairement d'une autre option possible pour certains cas, right? Puis là, je me suis dit, bon, mais tu me parlais, hey, on trouve deux types chaque. Je suis comme, bon, mais les voilà, les deux, tu sais. Puis après, c'est de trouver, selon le contexte, selon la personne, qu'est-ce qui va t'aider le plus. T'sais. Fait que... Good. Voilà. Good. Quick fire. Fini. 4 tips. Yes, sir. Ok, je pensais que t'allais me shooter des rapid fire questions, mais... Non. That's it. That's a wrap. On est en set. Thanks, fait que, on vous revient après le Mexique. Peace! Vamos! C'est bien long. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.